Normalement, tu devrais arriver, Laure. Salut! Super, salut, ça va? Bien et toi? Ça va, ça fait plaisir de te Et voir. c'est Larori, pas Laroa. Comment tu dis? Larori. Oh, excuse-moi. Pas de souci. Comment tu vas depuis la semaine dernière? Je crois qu'on s'est vu. Mais bien, et toi? Ça va, merci. Donc, je te laisse te présenter peut-être, Laure, du coup? Oui, ben voilà, je suis Laure, maman d'une jeune petite Lia Hmm. de 5 mois et demi exactement. Et puis, ben voilà, pas grand-chose à dire à part que je suis novice en la matière. Et donc, je suis ravie de faire ce live avec toi grâce à Lilidou pour tout le monde et tous ceux qui auront des questions au sujet de la motricité de l'enfant, parce que c'est un sujet que je ne connais pas plus que ça. Hmm. Découvrir ensemble. Et à la fois, on a pu voir ensemble que du coup, tu as quand même un bon ressenti des choses et que Hmm. tu as pu adapter pas mal de choses pour ta LIA. Donc, c'est aussi un peu ça qu'on va se dire ce soir, c'est que ce qui est assez sympa, c'est ce qui est assez important aussi, c'est de se faire confiance, faire aussi un peu à l'instinct et de se déculpabiliser aussi de parfois on va pas toujours faire parfaitement et c'est pas grave. Ce qui va être important, c'est de faire du mieux et ce soir, on va donner plein de petits tips, puisque du coup, j'en profite, je me présente, je suis psychomotricienne, je suis Yael, je suis psychomotricienne et je suis fondatrice d'Éveil et Conseil. C'est un collectif de professionnels de la santé où on donne plein d'informations sur la parentalité. Et voilà, on guide les familles étape par étape sur le développement de l'enfant. Donc voilà, du coup, l'idée, c'est de parler un petit peu de la motricité et de bah, voilà, comment on accompagne son enfant dans la motricité le plus harmonieusement possible. Et en effet, on remercie Lilidou parce que c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils portent ce genre de sujets qui permettent d'être perçus par le maximum de monde. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, ouais, c'est top parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on n'ose pas forcément poser de peur de paraître un peu bête parce que des fois, ça peut paraître ouais, des questions vraiment basiques, quoi. Mm. Et donc, du coup, tu l'as vu lors de notre échange, c'est vrai que parfois, t'oses pas forcément poser les questions. Et puis, au fil de la discussion, on se rend compte que il n'y a pas de questions bêtes et que tout conseil est bon à prendre, en tout cas. Exactement. Donc du coup, n'hésitez pas justement à tous ceux qui participent à poser vos questions au fur et à mesure, hein. On sera là aussi pour y répondre. À la fois, Laure, toi dans ton rôle de maman, toi, comment tu vis les choses. Et Mhm. puis, moi en tant qu'experte, et puis voilà, vous donner quelques tips. Peut-être tu peux évoquer un petit peu, toi, Laure, bah, comment les petites choses qu'on a pu aborder pendant le coaching, les choses qui t'ont paru hyper naturelles au niveau de la motricité, les questions qui ont pu être abordées. Et Oui. Et après, je prendrai note des questions que je peux voir passer et je te les poserai. ouais, avec plaisir, On peut peut-être fonctionner comme ça. bien sûr. Alors, nous, déjà, avec l'IA, c'est vrai qu'on a pas mal de chance. Où tu m'as expliqué que ça tenait pas forcément de la chance et que c'était sans doute dû à nos caractères. Mais c'est vrai que l'IA est assez simple à vivre. Elle est pas, enfin voilà, elle pleure pas. On n'a pas les pleurs de décharge. Enfin, c'est des choses que j'ai pu entendre ou des questions que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que enfin voilà, on n'a pas eu affaire, en tout cas, à des pleurs de décharge le soir. On n'a pas eu affaire à des crises de nerfs ou des choses comme ça. Donc elle est assez facile à vivre. Et puis là, on est en train de découvrir au fur et à mesure, bah voilà, le fait de se retourner, de prendre les choses et tout ça. Et c'est vrai que on fait tout de manière instinctive. Mhm. Et comme tu as pu me dire, il y avait enfin, de ce que j'ai noté de notre échange, il y avait des choses importantes à savoir sur la posture et sur la manière de se tenir, etc. Parce que nous, on la laisse faire. Et c'est vrai qu'elle a tendance à travailler beaucoup au niveau de ses abdos, à vouloir se redresser de la position dorsale à assise. Mhm. Et donc, tu m'as expliqué que ça, il fallait peut-être plus la guider pour qu'elle vienne en position assise, mais peut-être plus par le côté.
Tout à fait. Alors, du coup, j'ai pris mon poupon qui est, qui m'accompagne sur pas mal de coaching. En effet, tu le dis très bien. Souvent, en effet, les enfants peuvent avoir ce besoin de se redresser en fait au niveau du torse parce qu'ils vont et là, ils vont faire travailler en fait leurs abdominaux. Hein, souvent, pendant les temps de change, d'ailleurs, on accompagne notre bébé en essayant de le soulever comme ça par les bras et de le redresser en position assise pour ensuite pouvoir le reporter. Donc, en fait, c'est pas une position physiologique, ça veut dire que c'est pas une position qui est naturelle pour l'enfant, parce que, bah, comme du coup, le mimer, Laure, le développement de l'enfant, il va se mettre en place parce que du coup, l'enfant va prendre conscience de ses acquis, des appuis, pardon, au sol surtout, et pendant justement ces temps d'échange, ces temps de change aussi, ces temps de connexion pendant les soins. Donc du coup, ce qui est important à retenir aussi pendant ce live, c'est que plus vous allez limiter, pardon, la position justement où vous allez accompagner votre bébé, soutenir bébé au niveau des aisselles, plus vous allez limiter ça et mieux ce sera pour votre enfant. Donc comment on va faire? Tout simplement, on va lui permettre de prendre conscience de son bassin, parce que le bassin, il bouge dans tous les sens en fait, il bouge sur les côtés, d'avant en arrière. Plus vous allez solliciter les mouvements sur les côtés quand vous allez être dans les temps de change, plus ça va accompagner votre bébé à prendre conscience de son bassin. Et qu'est-ce qu'il va faire votre bébé après? Bah, par lui-même, c'est la période dans laquelle l'IA est. Et bah, du coup, il va apprendre à se retourner par lui-même parce qu'il va prendre conscience justement de son bassin. Donc, je ne sais pas si tu as pu essayer un petit peu ça, toi, de ton côté, du coup, Laure. Oui, bah c'est vrai qu'habituellement, quand on la change, on a tendance à bah, lui attraper les pieds et la soulever bah, vers le haut, en fait. Et c'est vrai que là, depuis qu'on a eu la discussion, j'essaye de lui orienter plus le bassin. Et c'est vrai que maintenant qu'on joue au sol sur le tapis d'éveil, là, elle a tendance à aller hyper facilement sur le côté. Par Ah, super. la question que je vais avoir, c'est quand notre enfant a tendance à aller toujours du même côté. Exact. Alors, et bah, du coup, on va essayer d'encourager l'enfant. Alors, imaginons, l'IA, elle va beaucoup du même côté ou pas? Bah, je trouve qu'elle a tendance à aller souvent ouais, du même côté. J'avais pas souvenir de ça, excuse-moi. Bah, Alors, j'ai plus observé en fait suite à notre discussion. j'imagine. Donc, du coup, vous allez placer en fait un livre sensoriel d'un côté, tu vas placer un livre sensoriel d'un côté, et puis tu vas placer un hochet de l'autre côté. Alors, imaginons le livre sensoriel, tu vois en effet que l'IA, elle tourne souvent la tête du côté gauche ou droit. Alors, elle est toujours du côté droit. Enfin, plus souvent en tout cas. Ok, donc elle va plus tourner la tête du côté du hochet. Je place un hochet à 20 cm de son regard. Elle va plus avoir la tête qui tourne du côté droit. Donc du coup, à ce moment-là, tu vas, pendant un moment, supprimer ce côté et tu vas inciter à ce que du coup, ta puce, elle puisse être sollicitée du côté où tu vas installer le livre sensoriel. Mais ce que je t'expliquais aussi, c'est que les enfants, ils sont beaucoup en relation. C'est des êtres d'interaction, des êtres de relation. Donc, finalement, si toi, tu te places du côté gauche, en l'appelant, en lui racontant des petites histoires, petit à petit, elle va amener son regard vers toi. Et du coup, ça va solliciter ce côté-là. Et bien évidemment, au niveau de son bassin, bah, si tu sens qu'au niveau du champ, que du coup, elle va plus souvent à droite, et bien le change, tu vas plus souvent le favoriser de ce côté-là, dans les premiers temps, où tu vas faire la bascule du bassin, nettoyer les fesses, plus Mhm. du côté gauche que du côté droit. Et en parallèle de ça, bah, par exemple, je ne sais pas si ton tapis d'éveil, tu vas plus l'orienter vers une fenêtre, par exemple, parce Ouais. qu'on sait que les enfants vont être attirés par la lumière. Et à ce moment-là, imagine ta fenêtre, elle est là, et bah, tu vas placer l'IA de ce côté-là pour qu'elle soit attirée par la lumière, de sorte à ce que son regard se place de ce côté-là. Et du coup, ça va l'inciter à tourner un peu plus sur le côté, du coup, sur le côté gauche. D'accord. Souvent, chez les enfants qui tournent la tête plus d'un côté que de l'autre ou qui vont avoir une préférence sur un côté, on encourage quand même à ce qu'il y ait un petit contrôle au niveau d'une ostéopathe pour voir s'il n'y a pas des petits blocages dans le corps, parce que qui peuvent être liés à la grossesse, à la naissance, à plein de sujets, et du coup qui vont venir débloquer en fait toutes ces tensions. Et donc du coup, et du coup, je lis les messages en même temps, c'est assez simple.
Et du coup, ça va permettre à l'enfant de retrouver une meilleure harmonie aussi dans son corps. Ok. J'ai vu passer plusieurs fois une question, donc je vais te la poser, sur le fait d'asseoir, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand les enfants veulent se relever, à généralement les mettre assis, en position assise. Et tu m'expliquais que c'était pas forcément une bonne chose. Tout à fait. On a vu ensemble, il y a du matériel de puériculture qui existe et en effet qui va favoriser la position assise. Alors du coup, forcément, nous, en termes de matériel de puériculture, en tant que parents, on est un peu bercé par tout ça et on se dit, oh bah tiens, ça peut être sympa, ça va l'aider. Hélas, au contraire, tout ce qui va favoriser la position assise alors que l'enfant ne l'a pas encore acquise, et ben en fait, c'est pas forcément l'idéal parce que les muscles du dos, ben, ils sont pas suffisamment matures. Et donc, du coup, ils permettent pas à l'enfant de bien se trouver cette position-là. Et puis, on l'a vu ensemble, Mhm. on s'est dit ça, hein, du coup, Laure, le fait que du coup, bah, ok, du coup, on le met en position assise, mais s'il n'a pas acquis la position assise seul, bah, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Paf! Il va se relâcher vers la tête, il va se relâcher vers l'arrière, pardon, cogner la tête et en effet, bah, du coup, être frustré parce qu'il n'arrive pas à tenir cette posture tout simplement. Donc, du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'accompagner votre enfant en fait à acquérir en fait. Du coup, j'ai vu passer aussi les messages, les niveaux d'évolution motrice et en fait les niveaux par lesquels l'enfant, les étapes par lesquelles l'enfant a besoin de passer dans son corps pour pouvoir arriver à cette position assise. Donc, pendant les temps de change, par exemple, vous avez envie ensuite, vous êtes en relation avec votre bébé et après vous avez bah, justement de le redresser. Alors ça, on va pouvoir le mettre en place aux alentours des 4 mois et demi, 5 mois, quand l'enfant commence à être un petit peu tonique. Et à ce moment-là, vous allez accompagner votre bébé à ce que du coup, il y ait un mouvement de torsion dans son corps. Donc, comme on l'a vu ensemble, Laure, la dernière fois, je ne sais pas si tu as essayé de l'appliquer un peu avec l'IA. Si, un peu, ouais. Et alors, comment elle répond à ça? Pour la mettre sur le côté. Ouais, exact. Bah, elle s'y met, mais en fait, elle reste, tu vois, elle vient pas pousser sur le coude comme tu m'as expliqué. Alors, c'est pas grave si elle pousse pas sur le coude. L'idée, pour l'instant, c'est de lui faire prendre conscience de son coude. D'accord. Donc, du coup, vous allez prendre bébé, vous allez plaquer la hanche à 90. Vous allez installer les doigts, 4 doigts en fait, au niveau de sa hanche. Et du coup, vous allez prendre l'omoplate opposé. Hop là. L'omoplate opposé, vous placez vos mains et vos 4 doigts derrière, dessous. Et vous allez accompagner sur un mouvement de torsion dans le corps de votre bébé. Et bébé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plier son coude, ouvrir sa main. Et puis, vous allez pouvoir le mettre en position assise. L'idée n'est pas de le laisser dans cette position assise, l'idée c'est simplement de lui donner le chemin pour que du coup pour que l'enfant puisse en fait avoir le chemin de cette position assise, c'est-à-dire qu'il sera capable derrière de pouvoir retrouver cette posture en fait pour acquérir cette position. Donc, du coup, tu dis que, par exemple, elle a du mal à repousser sur son coude. Ce que tu Mhm. peux faire, c'est que tu peux lui donner de la sensation au niveau du coude en tapotant tout simplement le coude. Ça va lui donner ce qu'on appelle de la conscience corporelle. Et du coup, ça va tout simplement, elle va en prendre conscience et après, elle pourra se positionner pour pouvoir appuyer dessus. Ok. J'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui dit, mais enfin, on est novice en soi parce que nous, on n'a pas forcément les gestes qu'on applique au quotidien sur des enfants. Tu sais, enfin voilà, moi typiquement, j'ai eu l'IA dans les mains, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et du coup, on n'a pas de risque de, tu vois, de mal faire ou justement en voulant faire ces torsions que tu expliques, de Ouais. créer des problèmes chez l'enfant. Alors, en fait, ça va pas. Enfin, en fait, il faut prendre le coup tout simplement. En fait, c'est pour ça que nous, on a créé justement All in Family, qui est un accompagnement où on va vraiment accompagner vraiment les bonnes postures. Là, je vous les montre, c'est vrai, assez rapidement sur le live. Mhm. Euh, et plus vous allez donner de la conscience corporelle et du mouvement à votre enfant, plus du coup lui-même, il va trouver ensuite la position. L'idée, c'est de lui donner le chemin. Donc, bien évidemment, si vous ne vous sentez pas, faites-vous accompagner d'un professionnel de santé qui va vous guider à ça, hein. Un ostéopathe, une psychomote, voilà.
Par contre, vous vous sentez parce que vous mettez, enfin voilà, vous prenez, vous vous faites confiance dans ce mouvement-là, vous allez acquérir cette posture-là sans difficulté en fait. Votre enfant va vous guider, il va vous donner des informations. Si vous voyez qu'il résiste et qu'il part vers l'arrière, bah bien évidemment vous arrêtez et là n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre qui va vous accompagner dans ce mouvement-là. Néanmoins, un kiné aussi, tout à fait. Néanmoins, faites-vous confiance sur le fait que vous êtes, enfin voilà, votre enfant, vous êtes capable de détecter ce que votre enfant vous dit et vous êtes capable de pouvoir l'appliquer. Il n'y aura pas. Attention, j'ai vu passer quelqu'un qui. J'ai vu Attends, vas-y. Sur quoi t'allais sur la cancéropédiatrique, non? Ah non, mais vas-y, vas-y. Non, 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 pardon. Du coup, j'aurais aimé vous y répondre, mais c'est pas le lieu ce soir. Mais j'ai travaillé en cancéropédiatrique, donc D'accord. voilà. Dis-moi, du coup. Attends, parce que du coup, je suis perdue. J'ai vu passer plusieurs choses intéressantes. Il y avait une question sur les transats qui n'est pas vraiment une posture assise, et tu m'avais donné justement ton avis sur la question. Est-ce que les transats pour bébés sont bien? Alors, encore une fois, tout va dépendre du matériel de puériculture, hein. Dans tout matériel de puériculture, il y a des transats qui vont être physiologiques et des transats qui ne vont pas être physiologiques. Donc, du coup, tout va dépendre de votre transat. Il y a des transats qui vont respecter ce qu'on appelle la physiologie de l'enfant. C'est hop, là, j'enroule le bassin et les genoux qui sont pliés et qui reviennent sur le torse. Oui, ça va être une position physiologique qui va être respectée. Mais il y a hélas des transats qui ne le respectent pas. Nous, ce qu'on recommande, en tout cas, c'est qu'au maximum, l'enfant ne reste pas plus de 20-30 minutes dans son transat, Ok. une à deux fois par jour, parce que voilà, l'idée, c'est de limiter le risque de tête plate. Et tout à l'heure, je voyais dans le colis, bien évidemment, il y a toute une prévention à faire sur ça, sur le risque de tête plate. Donc, plus l'enfant va rester dans une posture sans pouvoir bouger, et moins forcément, du coup, il va pouvoir découvrir ses appuis, découvrir sa motricité et puis avoir cette motricité qui est harmonieuse. Donc, bien évidemment, ça peut nous sauver la vie sur plein de moments. On l'a vu ensemble, hein, la diversification alimentaire, quand on va prendre sa douche. Mais l'idée, c'est au maximum que l'enfant puisse être au sol pour ressentir sa motricité, enfin, pour développer sa motricité au maximum. Ok. Hop, je prends des notes en même temps. Oui, j'ai vu passer des gens qui disent sinon simplement on le laisse aller à son rythme, mais bien sûr c'est de ça qu'il s'agit. Là, on parle pas de forcer l'enfant à venir s'asseoir ou de comment faire pour qu'il s'assied au plus vite, mais plutôt de l'aider peut-être parfois quand il y a des justement moi l'IA qui va toujours du même côté, comment faire pour essayer de faire en sorte qu'elle aille voir de l'autre côté. Enfin voilà. Ouais, c'est important ce que tu soulignes, Laure. En fait, il y a eu, on a beaucoup parlé de la motricité libre, hein. C'est la même chose que la bienveillance, l'éducation positive. Pour nous, les méthodes, en fait, c'est limitant parce que nous, dans notre clinique, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, quand on les laisse juste en motricité libre, pure et dure, et ben, hélas, on peut observer des retards. On a observé hein, sur tout un panel d'enfants un retard de développement psychomote. L'idée, c'est pas qu'on fasse à sa place. L'idée, c'est juste de le guider dans le chemin. Et c'est uniquement ça. Et bien évidemment, chez Éveil et Conseil, vous le verrez, hein, si vous voulez aller voir sur notre site, on est très en phase sur le fait que justement, chaque enfant, on doit respecter le rythme de chaque enfant. Et nous, ce qu'on répète vraiment à profusion, c'est que souvent, vous sortez du pédiatre vers 9 mois et le pédiatre dit, votre enfant, il tient pas assis, il faut le stimuler. Ok, mais en fait, nous, ce qui compte pour nous, c'est pas. Du coup, les parents ressortent un peu perturbés de cette consultation. L'idée, c'est pas d'asseoir son enfant, puisque l'enfant, il va pas s'en débrouiller tout seul derrière. L'idée, c'est justement de le guider pour qu'il passe par chacune des étapes motrices par lui-même. Et donc, quel que soit l'âge, il faut qu'il passe par ces étapes motrices qui sont les retournements, dos-ventre, ventre-dos, le ramper à reculons, le ramper vers l'avant, la position assise, le quatre pattes et bien évidemment la marche. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner l'enfant en le guidant sur ce chemin-là. Ouais,
Là, juste une petite question que je vois passer. Motricité libre, est-ce que c'est ça qu'on appelle réflexe archaïque? Non, c'est pas ça qu'on appelle réflexe archaïque. En fait, les réflexes archaïques, on en a pas mal parlé, Laure, toutes les deux. C'est que, en fait, quand l'enfant naît, il met en place donc des réflexes archaïques. Le premier réflexe, c'est le réflexe de Moreau. Jure, hop là, j'ouvre les bras et hop, je me resserre et je vais me protéger. Et donc, du coup, il y a plein de réflexes archaïques qui vont s'intégrer au fur et à mesure de la vie et qui vont permettre, en effet, à l'enfant de mettre en place des systèmes de protection envers lui-même. Donc, ça va se jouer à la fois au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de la motricité. Donc, oui, les réflexes archaïques vont influer sur la motricité, mais ce n'est pas la même chose. La motricité libre, c'est de laisser l'enfant faire. On laisse l'enfant sur son tapis et on le laisse s'éveiller par lui-même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le risque de laisser bébé que s'éveiller par lui-même, eh ben, on a de plus en plus d'enfants qui peuvent avoir des têtes plates, on a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à se mouvoir des deux côtés. Et donc, on sait que du coup, il va y avoir une influence par la suite. Donc, autant l'accompagner avec, voilà, juste du chemin. C'est Qui guide, quoi. Ouais. voilà, du guide, exactement. J'ai des petites questions rapides. À partir de combien de mois on peut mettre un bébé au sol? À partir de 2 mois et demi, vous pouvez largement mettre bébé au sol et commencer à accompagner justement les retournements, tout simplement en prenant, en plaçant donc les 4 doigts sous la fesse et vous allez accompagner le mouvement du bassin, exactement comme pendant les temps de change. Voilà, l'important c'est d'être en interaction avec son bébé, de lui raconter des petites histoires. Avant 2 mois et demi, on peut le tenter, hein, mais l'enfant il a besoin d'être beaucoup dans les bras. Tu as dû expérimenter ça avec l'IA, le besoin de se sentir sécurisé. Donc, il a besoin d'être beaucoup dans le portage. Et un des conseils qu'on a évoqué ensemble, c'est que du coup, quand on porte bébé, on essaye au maximum de bien regrouper les deux bras. Pourquoi? Parce que quand on a un bras qui est derrière, on a tendance à l'oublier. Donc, du coup, favoriser le fait de tourner toujours aussi d'un même côté. Parce que forcément, comme on a cette dominance latérale, on porte souvent le bébé du même côté. Et donc, du coup, voilà, bébé, il oublie un peu ce côté-là. Donc, on essaye d'alterner pour que l'enfant puisse bien sentir son corps dans sa globalité. Ouais, ça c'est vrai qu'on a toujours tendance à être du même côté et que le bras, finalement, il est toujours un peu derrière. Tu sais, tu as tendance à le ramener à chaque fois. C'est C'est vrai ça. que c'est un peu comme quand tu dors, il y a toujours un bras qui t'embête, quoi. Alors, pourquoi on a deux bras, tiens? Du coup, il y avait autre chose. Est-ce que c'est mieux au sol ou dans un parc? Alors, en fait, on l'a vu ensemble, ça aussi, on peut mettre bébé dans un parc. L'important surtout, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans le parc. Souvent, dans le parc, on a le sentiment qu'on peut mettre plein de choses parce que ça va occuper bébé. Sauf qu'en fait, un bébé, il n'a pas besoin de beaucoup de choses, hein, on l'a vu ensemble. À partir de 2 mois et demi, 3 mois, on place juste un livre sensoriel de chaque côté de son visage, de 20-30 cm de son visage. Ça va être suffisant, que ce soit dans le parc ou sur le tapis d'éveil, hein, d'ailleurs. À partir de 5-6 mois, quand l'enfant commence à se retourner, alors tout dépend du parc. Il y a des parcs qui sont bas, il y a des parcs qui sont hauts. Si c'est un parc haut, et du coup, forcément, on va limiter à 5-6 mois le parc haut. Si c'est un parc qui est bas, jusqu'à ce que l'enfant commence à se redresser. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas proposer 10 000 jeux en même temps. L'enfant, en fait, il a besoin d'expérimenter 21 fois les choses pour pouvoir bien les assimiler. Donc, en fait, du coup, on va proposer pendant 21 jours, par exemple, 2 à 3 jeux. Et puis après, on va tourner comme ça pour que du coup, l'enfant puisse s'approprier le jeu et puis bien l'expérimenter, en fait. Bah, d'ailleurs, j'ai remarqué ça avec l'IA parce qu'il y a un jeu qu'elle a depuis le début qu'on lui met. Et en fait, dès qu'on active ce jeu-là en particulier, alors qu'on a tendance à lui en mettre plein d'autres, et bah, direct, elle a le smile et tu vois, elle va direct vers celui-ci. Et ben voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, après, dans l'observation, vous allez vous rendre compte que votre enfant aime, ce que votre enfant désire et qu'est-ce qu'il attire. Mm. Donc, c'est ça qui va compter, en fait. Il y avait une question qui revient beaucoup, c'est sur les trotteurs. Est-ce que du coup, c'est conseillé ou vaut mieux éviter? Comment ça se passe? Alors, alors les trotteurs, est-ce que du coup vous entendez Yupala égale trotteur ou est-ce que c'est un trotteur
les trotteurs qui peuvent être appelés aussi chariots de marche ou les trotteurs où on s'installe sur le camion et puis on pousse avec les pieds. Je crois que ça se fait plus. Alors, le Yupala, ça se fait quasiment plus, mais ça existe hélas encore. Alors, le Yupala, qui peut être aussi appelé trotteur, c'est vraiment à déconseiller parce que l'enfant, en fait, il va prendre appui au niveau de son pubis, hop là. Et puis, du coup, ben, après, pour avancer dans le trotteur, il va s'appuyer sur ses pointes de pied et il va tout avancer comme ça. Donc, ce qui fait que la marche va avoir du mal à se mettre en place. Et surtout, au niveau de la propreté, hein, ce qu'on appelle la continence, eh ben, il peut y avoir des difficultés à mettre en place une bonne continence parce que du coup, la coordination des deux jambes, elle ne se fait pas très bien puisque l'enfant aura été en appui sur le trotteur comme ça. Et donc, du coup, ça peut réfréner la mise en place de la continence. Donc, au maximum, on limite le trotteur. Qu'on appelle, enfin, si du coup, le Yopala, quoi. Moi, je pensais plus au truc que tu pousses comme un chariot. Hein. Ok, alors le trotteur tel qu'un chariot de marche, enfin, le chariot de marche pur et dur, en fait, ce qui va être important, c'est il y a pas toujours des chariots de marche qui sont adaptés, hélas, au développement de l'enfant. Il faut surtout les renforcer au niveau, mettre du volume dedans pour que du coup, ça aille pas trop vite. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que l'enfant, bah, il pousse son chariot de marche, il est un peu pareil vers l'avant. Donc, son polygone, enfin, l'écart qu'il y a entre les deux jambes, il s'écarte, il s'écarte, il s'écarte, puis l'enfant se casse un peu la figure, ça va un peu trop vite. Donc, prenez un chariot de marche qui puisse être, comment dire, suffisamment lesté où les freins soient bien en place. Et du coup, ça, vous pouvez l'utiliser idéalement une fois que l'enfant a commencé à faire 2, 3 pas, voilà, un peu seul, pour que du coup, mais ça peut être bien utilisé pour l'enfant. Oui, en gros, c'est après qu'il ait déjà commencé à marcher plus ou moins, quoi. Et après, 2, 3 pas vers l'avant, ouais. C'est pas une aide pour apprendre à marcher. Non, tout à fait. C'est pas une aide pour apprendre à marcher. Ok, alors il y a une dame qui demandait si c'était normal parce que sa fille, quand elle la change, n'attrape pas ses pieds. Alors, c'est pas obligatoire. Hein, alors, plus l'enroulement va hop là, l'enroulement, c'est ça. L'enroulement, il permet en effet que l'enfant puisse bien se positionner et du coup, par exemple, quand vous le portez et tout ça. Mais l'enfant n'attrape pas forcément systématiquement ses pieds, hein, c'est pas obligatoire. Si du coup vous sentez qu'il est un petit peu trop en tension, donc par exemple qu'il va un peu se basculer comme ça, ce qu'on appelle un peu l'hyperextension, à ce moment-là, donnez-lui simplement de la sensation des genoux, pardon. Vous tapotez sur les genoux, vous tapotez sur les chevilles, et votre enfant va prendre conscience de son corps et ça va relâcher en fait la musculature profonde et votre bébé pourra un peu plus être dans l'enroulé. Mais c'est pas obligatoire que l'enfant attrape ses pieds, quoi. Ok, mais justement, là, ça me fait avoir une question. Mais par exemple, Lia, moi, elle fait souvent ça. Elle s'arque très souvent et parfois même quand elle est dans les bras. En fait, elle a un besoin d'avoir la tête en bas. Même au début, il fallait qu'on lui donne le biberon, genre la tête en bas, quoi. Elle était vraiment complètement inversée. Ok. Et bah, du coup, à ce moment-là, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prioriser de lui redonner de la contenance au niveau de sa colonne vertébrale. On rappelle, la colonne vertébrale, elle s'insère au niveau de l'occiput, donc la base du crâne. Hop là, la base du crâne, elle est ici. Souvent, on pense qu'elle est au niveau de la nuque, mais en fait, elle est un peu plus haute. Et ensuite, elle s'arrête au niveau du coccyx, les fesses. Donc, quand du coup, tu prends Lia dans les bras, essaye au maximum, quand tu vas pour la porter, essaye au maximum de lui donner cette posture-là, tu vois, de la porter à ce niveau-là et de l'amener à toi comme ça. Ça va favoriser l'enrouler. D'accord, mais elle n'a pas de problème à s'enrouler, en fait. C'est juste que, tu vois, des fois, elle fait des hyper, comme tu as dit. C'est qu'elle n'a pas envie à ce moment-là, soit que tu la portes, soit que du coup, c'est un moyen de s'exprimer et de dire non, je refuse soit le portage, soit je refuse de manger, soit je refuse, voilà. En fait, c'est pas forcément, c'est un mode de communication. Par contre, chez certains enfants, ils sont quasiment tout le temps comme ça, un peu plus tendus, on va dire. Et c'est plus là où du coup, il va falloir accompagner sur l'enroulement. Une autre question, j'en ai plein en fait. Attends. Bah ça, il y en a plein qui arrivent.
Ouais, tu aides aussi bien enfin non, ça n'a rien à voir. Par exemple, bah, j'en parlais tout à l'heure à ma communauté sur mes stories, mais par exemple, les douleurs que peuvent avoir les parents sur la manière de porter un enfant. Est-ce que toi, tu vas être beaucoup plus centré sur les postures des enfants et la motricité de l'enfant, ou est-ce qu'il y a des aides également qu'on peut trouver sur la posture d'un adulte qui porte un... Ça, du coup, alors il y a Alexia qui est la kiné de l'équipe qui va pouvoir bien vous répondre. Mais en tout Mhm. cas, certain, c'est que souvent, moi, ce que je vois en atelier, tu vois, par exemple, bébé est là, et du coup, le parent va prendre l'enfant et va l'apporter comme ça, Mhm. ou l'apporter comme ça. En fait, plus on va être dans l'accompagnement du mouvement, plus on va suivre l'enfant, être près de lui, tu vois, aller à 10-15 cm de son regard et accompagner le mouvement, Mhm. plus du coup, ça va limiter les maux de dos, limiter, tu vois, les douleurs, en fait, dorsales. D'accord. Et voilà, lombaire, voilà. Donc, du coup, plus vous allez être en contact œil à œil, plus vous allez être dans cette interaction au final. Hop, là, je m'approche et je fais participer mon dos. Je fais le même mouvement que mon enfant. Et bah, du coup, plus ça va, moins ça va être douloureux pour vous, parents. D'accord. Alors, je repars sur les postures un peu assises et compagnie. Tout à l'heure, tu as donné un ordre, enfin une durée dans un transat, tu vois, par exemple, pas plus de 20 minutes. Est-ce que c'est pareil dans les sièges auto? Est-ce qu'il y a des durées à respecter? Alors, quand le bébé est tout petit, moins d'un an, enfin, moins de 18 mois, parce que du coup, en fait, les os du crâne se consolident plutôt aux alentours des 18 mois, 2 ans. Avant 18 mois, 2 ans, en fait, la limite, on préfère limiter à pas plus de 2 heures un trajet en voiture pour que du coup, bah voilà, on puisse retrouver un peu de flexibilité et que ça, on soit pas justement dans cette favorisation du crâne plat. Encore plus, c'est les enfants de moins de 7-8 mois qui se mobilisent un peu moins. Donc, D'accord. euh, donc voilà. Du coup, si vous pouvez varier les postures toutes les 2 heures, vous arrêtez au bout de 2 heures de voiture, c'est plutôt pas mal. C'est D'accord. le moment de faire un petit temps de change, des petits moments d'interaction, c'est parfait. Ok. Il y a une question qui est revenue beaucoup, c'est parce que donc on déconseille de mettre bébé assis avant qu'il en soit capable, mais pour la diversification alimentaire qui en général commence à partir de 4 mois jusqu'à 6 mois, l'enfant il sait pas forcément s'asseoir à cette période-là, donc comment ça se passe? On peut quand même l'asseoir sur nos genoux à ce moment-là. Alors, soit vous l'asseyez sur vos genoux et en effet, on l'a un peu vu, on essaye de soutenir un peu le bassin avec son avant-bras, hop là. Et du coup, on essaye d'accompagner le bébé comme ça. Soit vous utilisez un transat qui soit vraiment physiologique, hein, on l'a vu ensemble, où du coup, bébé, bah, il a vraiment le dos qui est maintenu. Hein, il y a des transats qui sont très chouettes. Hein, il y a la marque Stokke, il y a la marque Aide-moi, celui que tu as, dont tu m'as évoqué là, le Baby Bjorn. Voilà. Et après, il y a aussi les chaises hautes, où du coup, il y a le transat où bébé peut s'installer et du coup, avec qui vous pouvez donner à manger. Dans le cadre de la DME, encore une fois, tout est une question de dosage. C'est ce qu'on dit tout le temps aux familles, c'est que on peut pas être le parent parfait. À un moment donné, ça nous met trop de pression et Mhm. faut arrêter avec ça. Si votre enfant, il est pendant 20 minutes, une à deux fois par jour dans une chaise haute, mais où il y a un vrai soutien au niveau des pieds, ça, c'est hyper important pour que l'enfant ait une bonne conscience corporelle, enfin, ressente bien ses appuis. Voilà. Et que du coup, il n'est pas en train de tituber, enfin, il passe pas sur le côté. Soit vous le calez avec un coussin, même si c'est 2 fois par jour. C'est pas très grave en soi, du moment que le reste du temps, et ben voilà, vous l'accompagnez au niveau de sa motricité au sol. Voilà. Il faut pas, enfin voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de pression aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je sais pas si Oui, tu c'est ça, ouais. T'as toujours peur. En fait, de toute façon, si tu fais quelque chose de pas bien, t'as tout le monde qui te le dit derrière, hein, ça tu peux être sûr. C'est ça. Donc du coup, voilà, il y a tellement de pression au niveau des réseaux sociaux, c'est qu'à un moment donné, nous, ce qu'on voit bien avec Éveil et Conseil et encore plus avec les membres de All in Family, c'est que à un moment donné, on peut pas être de partout. Il y a une charge mentale qui est trop présente. Donc on fait du mieux qu'on peut et on a les informations et après on ajuste en fonction de qui on est et les limites qu'on se donne. Donc voilà, si c'est, faut pas trop se mettre de pression aussi à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Et puis, ouais. Et puis surtout,
avant, nos parents, ils n'étaient pas tant équipés qu'on peut l'être maintenant. Moi, c'est ce que j'ai tendance à me dire à chaque fois. Je me dis, mais avant, ils n'avaient pas tout ça et nous, on est plutôt bien. Donc, je me dis, voilà, maintenant, avec tous les équipements qu'on a, faut pas trop s'y perdre, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut trouver le bon dosage de qu'est-ce qui nous appartient, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de mettre. Et il faut choisir ses combats. On a des limites, chacun se met ses propres limites et c'est ça qui compte. Mm. Alors, j'ai une question aussi qui est revenue souvent, c'est par rapport à la marche. Est-ce que du coup c'est mieux de laisser pieds nus ou alors avec des chaussons ou des petites chaussures? Alors, tant que l'enfant ne marche pas, idéalement, c'est de le laisser au maximum pieds nus. Alors, il y a pas mal de parents qui nous disent en atelier, oui, mais j'ai peur qu'il attrape froid par les pieds. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'attrape pas froid par les pieds. Mais en tant que maman, je sais très bien que du coup, bah oui, on n'aime pas avoir nos enfants qui ont les pieds froids. Donc, essayez de trouver des petits chaussons qui soient le maximum, le plus souple possible au niveau de la semelle. Donc, il faut vraiment que la semelle, elle puisse se plier en deux. C'est ça qui est vraiment important. Et en parallèle de ça, on essaye de limiter au maximum les chaussettes antidérapantes ou les pyjamas D'accord. qui englobent trop le pied et qui peuvent limiter, enfin qui laissent pas suffisamment parfois d'espace avec les petits petons là. Mhm. Pourquoi on évite les chaussettes antidérapantes? Parce que du coup, c'est comme si du coup on vous grattait la main en permanence. Et au bout d'un moment, bah, ça vous agace un peu. Et du coup, bah, ce qui a tendance à faire l'enfant, c'est de s'agripper, justement, de mettre en place un réflexe archaïque et de s'agripper. Et donc, sauf que pour que la marche se déroule bien, il faut que le talon puisse se coller au sol et soulever voilà, faire un bon déroulé du pied. D'accord. Donc, voilà. Donc, du coup, au maximum, avec des chaussons le plus souple possible. J'ai vu quelqu'un qui parlait de la marque Rosebiz. Je suis totalement d'accord. C'est une très bonne marque de chaussons et de chaussures. Ok. Alors, il y a une dame, et j'en ai vu plusieurs aussi, qui s'inquiète parce que son bébé ne dort uniquement que sur le ventre. Alors, tout dépend de l'âge. Alors, moi, enfin, bon, c'est peut-être parce que je fais très confiance aussi aux enfants. En fait, les enfants, ils vont toujours vers ce vers quoi ils ont besoin. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Parfois, on a le sentiment qu'un enfant, il va aller ouvrir les placards pour nous embêter. Non, il va ouvrir les placards parce qu'il est dans la période de j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Voilà, parce que ça va mettre en place des choses chez lui. Un enfant qui s'allonge sur le ventre, qui dort sur le ventre, souvent c'est parce qu'il y a des reflux ou des coliques qui peuvent être un peu gênantes, au-delà d'être douloureuses, pour lui. Alors, bien évidemment, jusqu'à 6 mois, hein, l'ARS recommande que l'enfant ne s'allonge pas sur le ventre, ne dorme pas sur le ventre parce qu'il y a bien évidemment le risque de la mort subite du nourrisson. Mhm. On en parle dans notre bouquin, justement. Maintenant, si l'enfant, c'est un modèle qu'il a, ben voilà, c'est le modèle qu'il a. Donc là, je vais vous encourager plutôt à justement le guider au maximum dans les recrutements et à lui donner les positions, enfin les chemins, pardon, pour que du coup, il puisse apprendre de lui-même à se retourner. Voilà, bien évidemment, à 2 mois et demi, il va avoir du mal à savoir se retourner par lui-même. Mais du coup, ça peut être mis en place des 4 mois et demi, en tout cas du ventre sur le dos. Donc, plus vous allez accompagner, le guider à trouver le chemin, et plus l'enfant va l'acquérir par lui-même. Et Et, je vois passer, pardon, t'avais fini? oui, oui, vas-y, dis-moi. D'accord. Ça coupe un peu de mon côté, alors du coup, des fois, j'ai un petit décalage. C'est ça d'habiter à la campagne, hein, ça. Il y a une dame qui dit que sa fille dort uniquement dans ses bras et dès qu'il la pose, c'est pas possible, tu vois. Est-ce que là-dessus, il y a des conseils ou des Il me, tips? faut- il me faudrait l'âge des enfants, l'âge Cinq de mois. l'enfant, 5 mois. Mm. Alors, peut-être que du coup, il y a le réflexe de Moreau, dont je parlais tout à l'heure, qui est encore très présent, ce qui fait que quand l'enfant on le dépose, et bah, du coup, il peut avoir ce réflexe qui se met en place. Donc, si du coup si vous sentez que votre enfant est prêt aussi à être dans l'emmaillotage, à condition que l'enfant ne se retourne pas de lui-même déjà, ben, du coup, vous pouvez essayer ça. Et sinon, bah, forcément, je vous recommanderais de commencer peut-être à essayer de mettre en place, si c'est quelque chose
vous plaît. Ah, encore une fois, attention, je limite mes propos, mais parce que c'est un sujet aussi qui est assez sensible, le sommeil, c'est de peut-être commencer à mettre en place ce qu'on appelle l'endormissement autonome. Et du coup, l'endormissement autonome, eh ben, il y a plein de choses sur le site, sur notre site, vous retrouverez plein d'infos à ce sujet-là. On va vous guider vraiment sur comment mettre en place ça. C'est Jeanne, la psychologue de l'équipe, qui explique très pertinemment ça. Et voilà, mais tout va dépendre en effet si le réflexe de Moro est bien présent ou pas. Et à ce moment-là, eh ben, il faut essayer au maximum que votre bébé puisse se sentir sécurisé au maximum. Donc, vous pouvez mettre des petites choses autour de lui du moment qu'il est en sécurité et qu'il se sente un peu contenu, quoi. C'est ça qui va compter. Ok. Alors, j'enchaîne. Il y avait. Est-ce que toi, tu es aussi. J'en ai pas parlé avec toi, donc je ne sais pas. Mais tout ce qui va être. Est-ce que le bébé peut boire de l'eau entre les repas à partir de quel âge? Alors, il faudrait que je revoie ça avec Anna, qui est la diététicienne de l'équipe. De mémoire, jusqu'à 6 mois, on ne donne pas d'eau à l'enfant, même chez l'enfant qui est, même chez le bébé qui est allaité. D'accord. Donc voilà, donc du coup, on ne donne pas d'eau. Après, je pense que du coup, si l'enfant mange déjà, c'est que l'enfant a sans doute plus de 6 mois, puisque du coup, la diversification alimentaire, elle commence du coup entre 4 et 6 mois. Donc voilà, en tout cas, si votre enfant a moins de 6 mois, non, on ne donne pas de l'eau à votre enfant. Ça, c'est pas vraiment pas conseillé, parce que du coup, il y a un risque de fausse route, forcément. D'accord. Et tu parlais d'endormissement autonome. C'est quoi exactement? Tu peux refaire un point? Alors, l'endormissement autonome, c'est que l'enfant apprenne en fait à s'endormir seul. Donc, pour ça, ce qui va être important, c'est de ne pas. Enfin, ce qui va être important, non, c'est pas ce qui va être important. C'est de mettre en place en fait un rituel. Alors, déjà à partir de 2 mois et demi, 3 mois, hein, vous pouvez mettre en place un rituel auprès de l'enfant, ce qui va lui permettre lui de se sécuriser sur qu'est-ce qui va arriver après. Ça, c'est hyper important chez l'enfant d'avoir toujours un peu les mêmes routines, que ce soit en journée ou en soirée, parce que du coup, ça lui permet de savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer après et du coup voilà, de me relâcher, de lâcher prise et de pouvoir m'endormir. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez mettre ça en place vers 2 mois et demi, 3 mois. Et cet endormissement autonome, c'est d'apprendre à votre enfant à s'endormir seul. Ce qui veut dire que l'enfant ne s'endort ni dans vos bras et vous ne restez pas forcément à côté de l'enfant pour l'endormir. Parce que du coup, si l'enfant se réveille dans la nuit, bah forcément, si vous l'avez endormi, l'enfant, il va vous chercher et il ne saura pas forcément se rendormir tout seul. Mhm. Attention, je ne dis pas que l'endormissement autonome est mieux que le cododo. Il y a pas une meilleure méthode, il y a encore une fois la méthode qui vous appartient à vous. Donc cet endormissement autonome, vous allez accompagner votre enfant jusqu'à ce que du coup il se sécurise et il sache que du coup il peut s'endormir seul en toute confiance. Donc ça passe par plein d'étapes en fait, cet endormissement autonome. Et Jeanne en parle beaucoup mieux que moi, hein, la psychologue de l'équipe, où du coup, justement, elle va dire, bah voilà, il faut mettre en place un certain rituel. Et puis, vous allez expliquer à votre bébé que vous allez le coucher, il va vous entendre faire un peu de bruit dans le salon, et que du coup, bah, il va être en capacité de s'endormir tout seul. Donc, au départ, bah, votre bébé, il va pleurer peut-être. Donc, on laisse pas un bébé pleurer parce que du coup, quand bébé pleure, avant de s'endormir, il va sécréter l'hormone de l'adrénaline et ça va l'exciter encore plus. On sécurise bébé, on le câline, je suis là, je sais que tu es capable. Et voilà, on le fait en plusieurs étapes. Et tout ça va amener petit à petit à ce que du coup, l'enfant puisse s'endormir seul. Mm. Donc nous, on dit souvent, il faut que du coup, le parent puisse se sentir prêt à mettre en place cet endormissement autonome parce que si c'est des périodes de vie où on est un peu stressé ou crevé et qu'on n'a pas envie de faire 150 allers-retours, bah, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Donc, c'est très bien, vous pouvez continuer à l'endormir au bras. Et au contraire, si vous en avez ras-le-bol de l'endormir au bras, et ben vous pouvez commencer à passer petit à petit à cet endormissement autonome. Tout est dépendant, encore une fois, de chaque de là où on en est, de nos propres limites. C'est ce qu'il faut prendre en considération. D'accord. Ouais, il y a trop de questions qui arrivent d'un coup. Moi, j'ai un bébé de 11 mois qui ne se retourne pas. Est-ce normal? Alors, est-ce que votre bébé, il se retourne pas ni du dos sur le ventre, ni du ventre sur le dos? Si en effet, il se retourne
pas encore du dos sur le ventre, à ce moment-là, je vous encourage à en parler un petit peu avec votre pédiatre, à aller surveiller si du coup c'est un bébé qui a eu beaucoup d'otite bilatérale, à surveiller s'il n'y a pas quelque chose au niveau RL. Et puis, en effet, commencer peut-être un petit travail avec une psychomotricienne ou une kinésithérapeute qui puisse vous guider un peu sur le chemin de ces retournements. Parfois, il suffit vraiment pas de grand-chose, hein, et c'est pour ça qu'on a créé All in Family. Des fois, il suffit de juste montrer le mouvement à l'enfant, de solliciter un petit peu, de tapoter bébé, de lui donner de la conscience corporelle. Et en fait, ça se met en place. Et c'est pour ça qu'on parle un peu des limites un peu de la motricité libre parfois, parce qu'on se retrouve dans ces situations-là où du coup, un peu de stimulation et ça se met en place. Ouais. Oui, il faut juste préciser parce que je vois passer des gens qui disent, moi, mon pédiatre m'a dit de donner de l'eau à ma fille, etc., etc. J'imagine que si vous êtes suivi par un professionnel de santé, il vous dit pas des bêtises. Donc je pense que ça varie d'un cas à l'autre. Ça varie d'un cas à l'autre. Après, il y a pas mal de pédiatres, tu vois, qui nous demandent au maximum de plus en plus d'être formés avec All in Family parce qu'ils n'ont pas un cursus ils n'ont pas un cursus au niveau paramédical aussi poussé que le nôtre. Et D'accord. donc, bah, voilà, parfois il peut y avoir en effet, ils ont ce besoin parfois d'être un peu plus formés. Voilà, donc, mais après, ça dépend en effet de chaque cas par cas enfin voilà, de chacun des cas. Peut-être que du coup, dans le cadre de votre enfant, il y a peut-être besoin de boire. Enfin voilà, c'est dépendant de chacun. Donc attention, c'est très généralisé en effet ce qu'on se dit ce soir, mais Mhm. c'est donner au maximum des clés quoi. Alors, j'ai une dame, je crois qu'elle s'appelle Elsa. J'ai vu passer sa question plusieurs fois qui panique parce que son bébé de 9 mois ne pleure jamais. Mais je crois que il faut pas trop le dire, ça. Alors, c'est ce qu'on se disait un petit peu avec Laure. Ouais. Du moment que tu sens que ton bébé il est en interaction, du ce moment que, voilà, quand tu communiques avec lui, il te répond, il y a vraiment un échange qui se fait pendant les moments du bain, les moments de change, les moments où tu joues un peu avec lui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En fait, si tu réponds aux besoins de ton bébé, si tu as la chance d'être un peu plus au plus près de ton bébé, d'être pas forcément préoccupé par ton travail. C'est aussi ça. Plus tu vas être attentive à ton bébé et plus du coup, bah forcément, il a pas forcément toujours besoin de pleurer, ton bébé. Et si du coup ses besoins sont comblés, voilà, il est bien, il n'a pas forcément ce besoin-là. Et bah tant mieux, du coup, tant mieux, t'as cette chance d'avoir un bébé qui est plutôt cool, mais aussi peut-être parce que du coup, vous êtes aussi des parents d'être un peu plus cool. Et voilà, et voilà, ça veut pas forcément dire que les enfants qui pleurent sont moins bien. Ça veut juste simplement dire qu'ils manifestent peut-être un peu plus une émotion, un besoin, et que voilà, c'est pas le même système de vie au quotidien. Ouais. Et puis, bah, on va pas s'en plaindre, hein. Enfin, moi, Lia pleure pas beaucoup, j'en suis bien contente. Il y avait la question qui revenait souvent du tour de lit, parce que on entend souvent, il faut pas mettre de nattes ou de tresses de lit, de trucs parce que c'est pas bien. Mais moi, je trouve ça plutôt bien parce que Lia, elle a tendance à mettre ses pieds entre les barreaux, et du coup, le fait qu'il y ait un tour de lit, ça évite pour moi des problèmes. Alors, en fait, bien évidemment, il y a les recommandations de l'ARS hein, qui disent qu'il faut limiter au maximum les tours de lit et tout ça, puisque du coup, dans le cas de la mort subite du nourrisson, c'est une obligation si l'enfant ne bouge pas, s'il ne sait pas bouger sa tête, mouvoir sa tête sur les côtés, s'il ne sait pas se sortir d'une position et une posture, forcément, ça peut être un peu embêtant s'il a la tête coincée dans le coussin. Après, encore une fois, dans le coussin ou la tresse. Bien évidemment, tout est une question aussi de votre ressenti à vous, parents. Si vous sentez que votre bébé il a besoin d'être un peu plus contenu, si vous sentez que votre bébé, voilà, du coup, dans le cadre de l'IA, elle sort ses pieds et tout ça. Et ben à ce moment-là, du coup, faut vous écouter en tant que parent et peut-être être attentive les 3, 4 premières nuits et voilà. Mais faites-vous confiance, c'est vous qui connaissez au mieux votre enfant et percevez ce besoin justement de rassurance, de contenance et cette besoin de rassurance et de contenance, ben en effet, la tresse parfois le permet. Voilà.
Ouais, je sais pas, du coup, le live, jusqu'à quand c'est? Parce que si, en vrai, on pourrait continuer des heures, mais Il nous est-ce que... reste une dizaine de minutes. Pardon? Il me semble qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Ok, ça marche. En tout Alors, cas, rediffusé sur Lilidou. donc, il sera en replay sur le site de Lilidou, enfin sur Instagram de Lilidou. Et Exactement. pour rappel, toi, tu as donc formé le site Éveil et Conseil qui permet aux parents de venir poser leurs questions à des professionnels, c'est ça en ligne? Tout à fait. En fait, Éveil et Conseil, donc on est plus de 12 professionnels de la santé. Et en fait, on a développé sur le site internet, il y a des vidéos, des podcasts, des articles sur plein de sujets. Et justement, si on est coincé dans une situation, et ben, on peut revenir, on fait valider des étapes à l'enfant et du coup, on revient sur des anciennes étapes qui sont pas. Et du coup, on a 5 en ligne par mois où les familles peuvent nous retrouver et poser toutes les questions qu'elles veulent à nos experts. Parfait. Alors, j'ai noté encore quelques petites questions qui devraient nous amener aux 10 minutes restantes. Attends. Alors, il y avait un enfant qui ne supporte pas qu'on le touche à 15 mois. D'accord, ok. Alors, on parle souvent d'hyposensibilité tactile ou d'hypersensorialité tactile. Quand l'enfant n'apprécie pas être trop touché, bah, c'est plutôt de l'hypersensorialité tactile. Ça peut être lié à plein de choses, hein, à la grossesse, à l'accouchement, mais à plein d'autres choses, du matériel de puériculture aussi. À ce moment-là, je vous encouragerais quand même à faire un point avec une psychomotricienne qui soit formée sur ce qu'on appelle l'intégration sensorielle pour accompagner justement accompagner votre enfant à mieux intégrer ça parce qu'il peut y avoir aussi des conséquences au niveau de la nourriture puisque bah, quand la bouche c'est un lieu sensoriel et bah, toi-même tu vois avec l'IA tu as aperçu quand tu lui donnais certaines enfin tu m'avais dit que Sûr, ouais. voilà, en fonction de la purée, si elle est lisse, pas lisse et tout ça, c'est une texture. Et du coup, il peut y avoir des rebondissements au niveau de la nourriture et l'alimentation. Donc, je vous recommande plutôt de consulter une psychomote spécialisée en intégration sensorielle ou une ergothérapeute spécialisée en intégration sensorielle. D'accord, oui, c'est vrai qu'on n'y réfléchit pas comme ça, tu vois. Je me serais pas dit qu'effectivement, avec la nourriture, ça pouvait avoir un lien, mais oui. Et Euh, oui. Est-ce qu'il y a une technique pour aider bébé à faire des mots? Parce que la personne qui nous a parlé, il me semble que son enfant, je n'ai pas eu le temps de noter le nombre de mois, je crois que c'était 15 ou 18, quelque chose comme ça. Elle fait beaucoup de sons, mais ne prononce pas des mots clairs. D'accord. Alors, en fait, Marion, l'orthophoniste de l'équipe, dit qu'il y a plus de 6 mois d'écart entre la production et la compréhension du mot. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, quand tu parles à l'IA, aujourd'hui, elle est en capacité de comprendre ce que tu lui dis, mais elle n'est pas en capacité forcément de produire. Mhm. C'est pas grave, elle emmagasine en fait dans son cerveau tout plein d'informations qui vont lui permettre en fait de comprendre. Ensuite, bah, par exemple, tu vas lui parler, tu vas lui dire, bah, tu vois, avec ton hochet, et ben voilà, là il y a une représentation mentale qui va se faire, et ben ça c'est le hochet. Et grâce à cette représentation mentale, à partir de 15-18 mois, l'enfant va pouvoir commencer à montrer des choses. Donc là, vous allez nommer ce qui se passe. Donc là, ça montre que du coup, l'enfant a déjà intégré que du coup, il y avait un mot qui était associé à un objet. Mhm. Et à partir de là, et ben, du coup, il va y avoir ces 6 mois entre de la compréhension et la production. Donc, du coup, on dit souvent qu'à 18 mois, il peut y avoir 18 mots. Et à partir de 2 ans de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est 60 mots Mhm. qui vont être produits. Souvent, on se dit, oh là là, 60 mots, c'est énorme. Mais en fait, bah, c'est vite arrivé les 60. À savoir qu'on rappelle quand même que nos bébés, ils sont aussi beaucoup euh, avec ce masque. Enfin, ils nous voient beaucoup avec le masque. Donc, nous, on repère quand même que du coup, l'acquisition du langage, il va se faire un petit peu plus tardivement qu'avant. Il n'y a pas forcément plus de retard au niveau de la mise en place de la compréhension et tout ça. Mais du coup, la syntaxe, le langage utilisé, il va être un peu moins de qualité qu'avant. Les enseignantes le disent un petit peu, mais Ouais. tout ça, il faut travailler ensuite. Donc, plus vous allez être avec votre bébé et plus essayer d'être dans ce langage un petit peu avec votre bébé, lui montrer des imagiers et tout ça. Ça va l'accompagner au maximum. D'accord.
Allez, je fais une dernière question, tu crois, Et ou... une dernière. Ah, je sais par laquelle choisir. Alors, il y avait concernant les massages pour les enfants, parce que c'est vrai que, par exemple, j'ai vu des gens mettre en place un rituel et chose que je fais. Et c'est vrai que depuis qu'on a un petit rituel, bah, l'IA a des horaires assez fixes et c'est plutôt cool. Et du coup, j'aurais bien aimé, moi, la masser et mettre en place ça. Mais alors, je sais pas. Je sais pas faire. Parce que c'est tout petit, alors t'as vite fait de masser, tu vois. Alors, je suis longtemps intervenue dans un service d'oncologie pédiatrique, la cancéro-pédiatrique. Et ce que je disais aux parents, c'est en fait, il faut vous faire confiance. Allez-y à l'instinct. Votre bébé, en fait, ce dont il a besoin, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans les mouvements. L'idée, c'est pas que, alors, bien évidemment, il y a des techniques, hein, et d'ailleurs, Marion, qui est la psychomote de l'équipe, elle anime des ateliers sur les massages. Mais il faut y aller aussi un peu à l'instinct et ce qui vous fait plaisir. C'est ça qui compte en fait. Votre bébé, il va ressentir le plaisir que vous avez à masser votre bébé, au partage que vous allez y mettre, l'interaction que vous allez y mettre. Donc voilà. Après, si vous voulez une petite technique, vous commencez par le talon et vous allez accompagner le mouvement en appuyant. Alors, l'idée, c'est pas d'être dans la superficie du superficiel, mais vraiment dans on vient un peu appuyer un petit peu. Et vous allez donc, vous partez du talon et vous allez retourner le gros orteil et les orteils autour. Et là, vous allez accompagner ce massage. Voilà, vous répétez ce massage plusieurs fois. Et Mhm. vous allez sentir, ça se trouve, vous allez appuyer hyper fort et votre bébé, il va un peu grimacer. Ça se trouve, vous allez être tout en douceur et il va adorer. Et inversement, ça va dépendre de chaque enfant. Donc voilà, jaugez en fonction de l'interaction que vous allez avoir avec votre bébé. C'est ça qui va compter au maximum. Ok. Je fais juste un petit aparté, Laure, parce que j'ai Ouais. vu qu'il y a une maman qui disait que son bébé de 9 mois faisait la planche avec les bras en l'air et les mains et les jambes en l'air. C'est tout à fait normal. Votre bébé, il est en train de mettre en place ce qu'on appelle la position du Superman. Euh, Ouais. à ce propos, voilà. Ça permet à votre enfant de mettre des réflexes archaïques en place. C'est très, très bien. Voilà, on vous en dira plus sur le. Donc voilà. En tout cas, un grand merci. Bah oui. C'est trop chouette. Bah oui, donc pour rappel, ce live échange a eu lieu grâce à Lilidou. Vous savez, enfin, pour ceux qui me suivent au quotidien, c'est la marque de couche qu'on utilise pour l'IA. Et du coup, ils ont proposé de mettre ce live échange en place avec Gaëlle, qui est donc psychomotricienne et fondatrice de Éveil et Conseil, un site internet que j'ai découvert du coup il y a quelques temps là, et qui est vraiment génial si vous avez enfin, des questions, etc. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous y trouverez plein de réponses par des professionnels de la santé, donc au moins un endroit sûr où on peut poser les questions. Merci, Laure, c'était super chouette. Et merci encore une fois à Lilidou de proposer, bah voilà, du coup, ces lives où du coup, vous pouvez nous poser toutes les questions et découvrir plein de thématiques. Yes, et donc du coup, on met le live en replay sur la page de Lilidou. Exactement. Un grand merci, Laure, à toi. Oui, merci à toi. Et puis Bonne à très soirée. Ouais. bonne soirée. Bye. Ciao. Ciao.